15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite le journal par les principaux titres. Le Hezbollah accuse le gouvernement libanais de livrer le pays à Israël en poussant au désarmement de son mouvement. Les forces et les factions palestiniennes expriment leur appréciation pour les efforts considérables déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi et du Qatar en soutien à la cause palestinienne, appelant l'Égypte à parrainer une réunion nationale d'urgence. Donald Trump rencontre Vladimir Poutine aujourd'hui en Alaska et répète que son objectif était d'impliquer À la une de l'actualité, un appel téléphonique a eu lieu entre le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati et la haute représentante des Affaires étrangères et de la politique sécuritaire de l'Union européenne, Kaja Kallas, dans le cadre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi d'intensifier les contacts visant à aboutir à un cessez-le-feu à Gaza. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, a eu un appel téléphonique avec la haute responsable onusienne, au cours duquel ils ont examiné les dernières évolutions politiques, sécuritaires et humanitaires à Gaza. M. Abdelghati a réitéré le refus catégorique de l'Égypte à l'expansion par Israël, soit de la guerre contre Gaza ou de la colonisation en Cisjordanie occupée, tout en condamnant fermement les déclarations israéliennes sur le rêve d'un Israël élargi. Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a accusé aujourd'hui le gouvernement libanais de livrer le pays à Israël en poussant au désarmement de son mouvement. M. Qassem a affirmé que la mission du gouvernement est d'assurer la stabilité et de reconstruire le Liban. Il a tenu le gouvernement entièrement responsable de toute explosion interne et appelé à ne pas entraîner l'armée dans une discorde. Le Hezbollah accuse Israël de violer le cessez-le-feu en continuant ses frappes meurtrières au Liban et en occupant des positions dans le sud du Liban. Israël affirme cibler des infrastructures du mouvement qu'il accuse de tenter de se reconstituer et menace d'étendre ses opérations militaires si les autorités libanaises échouent à le désarmer. Les forces et les factions palestiniennes ont déclaré dans un communiqué que la priorité absolue à l'étape actuelle est la cessation immédiate et complète de l'agression israélienne et la levée du blocus de Gaza, soulignant également que la priorité est d'assurer l'entrée immédiate, sûre et sans entrave de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les forces et les factions ont souligné leur pleine réponse aux initiatives et propositions visant à trouver une solution répondant aux exigences de la fin de l'agression et du retrait de l'armée de l'occupation de la bande de Gaza. Les forces et les factions palestiniennes ont exprimé leur appréciation pour les efforts considérables déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi et du Qatar en soutien à la cause palestinienne, appelant l'Égypte à parrainer une réunion nationale d'urgence afin de convenir d'une stratégie nationale palestinienne pour faire face au plan de l'occupation. Sur le terrain, un nombre de Palestiniens sont tombés martyrs et d'autres ont été blessés à l'aube suite au bombardement et aux tirs des forces d'occupation israéliennes. Le ministère allemand des Affaires étrangères a souligné que Berlin s'oppose fermement à la poursuite par Israël d'un projet clé de logement en Cisjordanie occupée et demande au gouvernement israélien de cesser la construction de colonies dans le territoire palestinien. Berlin rejette fermement les annonces du gouvernement israélien concernant l'approbation de milliers de nouveaux logements dans les colonies israéliennes en Cisjordanie, a déclaré le ministère dans un communiqué après l'appel lancé par le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, pour accélérer ce projet de construction de 3400 logements.
En Iran, le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a assuré que son pays répondra avec force à toute agression israélienne contre son pays. Ali Larijani a assuré que Téhéran est toujours prête à répondre à toute violation israélienne contre son pays et qu'Israël ne permettra jamais à la région du Proche-Orient de se stabiliser. Le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de tramer des crises dans la région pour ses propres intérêts. Donald Trump rencontre aujourd'hui Vladimir Poutine en Alaska et répète que son objectif était d'impliquer Volodymyr Zelensky, si possible, très rapidement dans de futurs pourparlers de paix. Les détails dans ce compte-rendu. Le président américain, qui a dit vouloir tâter le terrain avec son homologue russe, a jugé mercredi que deux issues étaient possibles. Si l'entretien se passe bien, il débouchera presque immédiatement sur une rencontre à trois entre le président russe Volodymyr Zelensky et lui-même, pour mettre un terme à la guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion russe. Mais si sa première réunion en personne avec le maître du Kremlin depuis 2019 tourne mal, Donald Trump a assuré qu'il n'y aurait pas de seconde rencontre pour mettre fin au plus sanglant conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Piqué au vif par des commentaires de presse présentant la tenue du sommet comme une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine, le président américain a assuré que la Russie ferait face à des conséquences très graves si elle n'acceptait pas de mettre fin à la guerre. Mais il n'a pas précisé cette menace, qui n'est d'ailleurs pas la première du genre. Pour permettre la venue de la délégation russe, le Trésor américain a décidé vendredi de suspendre temporairement des sanctions prises contre Poutine et plusieurs hauts responsables depuis le début de la guerre en Ukraine. Jusqu'au bout, chaque parti s'efforce de consolider sa position sur le front pour les Russes par la voie diplomatique pour Kiev et les Européens. Donald Trump a assuré avoir eu un très bon appel mercredi avec le président ukrainien et des dirigeants des pays européens, de l'Union européenne et de l'OTAN. Dans ce contexte, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, s'est refusé à la moindre prédiction quant à l'issue du sommet entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska. Je cite, « Nous ne faisons aucune prédiction », a-t-il déclaré à son arrivée à Anchorage. Nous savons que nous avons nos arguments et notre position est claire et sans ambiguïté, nous la présenterons, a-t-il ajouté. Le ministère russe de la Défense a rapporté qu'une attaque de drone a visé 2 dépôts d'armes ukrainiens dans la République populaire de Donetsk. En revanche, l'armée ukrainienne a annoncé avoir ciblé un port important de la région russe d'Astrakhan. L'armée ukrainienne a déclaré dans un communiqué que la Russie utilise ce port comme un centre logistique clé pour la réception de matériel militaire, précisant qu'elle avait pu frapper un cargo chargé de composants, de drones et de munitions. L'armée ukrainienne a également ciblé une raffinerie de pétrole russe dans la région de Samara, précisant que des incendies et des explosions s'étaient déclarés dans la zone à la suite des bombardements. La Suisse a fortement revu à la baisse sa prévision de déficit pour 2025 grâce aux recettes fiscales générées par le négoce des matières premières, même si elle se montre prudente pour la TVA face au ralentissement de la croissance économique. Pour 2025, le pays alpin a divisé par 4 sa prévision de déficit budgétaire pour la ramener à 200 millions de francs suisses contre 800 millions de francs de déficit
attendu auparavant, selon un communiqué du Conseil fédéral et de l'administration fédérale des finances. Les prévisions pour les recettes fiscales ont dépassé les attentes en 2024 et ont été rehaussées pour 2025 suite à des recettes supplémentaires pour les années fiscales 2022 et 2023 provenant du canton et de Genève et plus précisément des sociétés de négoce de l'énergie et des matières premières selon ce communiqué. De violentes coulées de boue provoquées par des pluies torrentielles qui se sont abattues jeudi sur un village himalayen du Cachemire sous administration indienne ont fait au moins 56 morts. Il s'agit de la deuxième catastrophe majeure causée par des inondations meurtrières en Inde en août. Les détails dans ce compte-rendu. Les pluies torrentielles qui frappent le Pakistan depuis le début du mousson estival qualifié d'inhabituel par les autorités ont fait plus de 320 morts pour près de moitié des enfants. Les autorités pakistanaises rapportent vendredi des pluies torrentielles ont tué 30 personnes en 24 heures dans le nord du pays. Les victimes ont été tuées dans l'effondrement de leur maison ou lorsque leurs véhicules ont été pris dans des glissements de terrain, indiqué à une porte-parole de l'autorité de gestion des catastrophes. Les autorités préviennent que les pluies vont encore s'intensifier d'ici la fin de la mousson d'été mi-septembre. La mousson apporte 70 à 80% des précipitations annuelles en Asie du Sud entre juin et septembre et est vitale pour la subsistance de millions d'agriculteurs dans une région qui compte environ 2 milliards d'habitants. Mais elle peut aussi causer des inondations dévastatrices comme en 2022 lorsque des pluies fréquemment. Voilà, donc c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne.